Madame la ministre vice-présidente du gouvernement wallon, Mesdames les avocates générales et Monsieur le juge de la Cour de justice de l'Union européenne, Monsieur le commandant militaire, Monsieur le consul honoraire, Madame la représentante de Monseigneur l'évêque de Liège, Monsieur le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le vice-recteur honoraire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'université, Monsieur le premier vice-recteur, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, Madame l'administrateur, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les vice-doyens, Monsieur le président du conseil du doctorat, chers et chers collègues, chers et chers nouveaux docteurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Bienvenue à cette double cérémonie, au cours de laquelle nous allons mettre à l'honneur plus de 200 nouveaux docteurs de notre institution et attribuer 12 autres doctorats, honorifiques ceux-ci, à des personnalités éminentes. J'oserais affirmer que cette combinaison est spécifique à l'Université de Liège, mais elle n'est certainement pas courante. La cérémonie aura un caractère un peu répétitif, puisque pour chacune de nos 11 facultés, nous allons proclamer les docteurs avec thèse, remettre des insignes de docteur honoris causa à la personne proposée par la faculté, écouter brièvement une intervention du nouveau docteur honoris causa adressée aux jeunes docteurs, et nous clôturerons, dans une petite rupture de cette belle symétrie, par un 12e doctorat honoris causa, celui-là interfacultaire. L'aspect symbolique de cette procédure est celle de l'inspiration, de la référence, du modèle que nos docteurs honoris causa sont pour nos docteurs nouvellement diplômés. Elle leur montre ce qu'il est possible d'accomplir et tout ce que l'on peut contribuer en poursuivant une carrière scientifique. Nous célébrerons donc les progrès que nous apporte la science. De fait, les connaissances se développent et s'accumulent au fil des années. Notre compréhension de la matière, de ses particules élémentaires, de l'univers, des mécanismes du vivant ne cesse de s'étendre avec d'extraordinaires retombées technologiques. Les télécommunications et moyens de calcul, les satellites en orbite autour de notre Terre, la médecine, nous offrent maintenant des possibilités dont nous ne pouvions que rêver il y a quelques décennies. Pourtant, chaque jour, les informations et les images nous replongent dans la guerre. Fléau que, comme les épidémies, nous pensions n'exister que dans le passé ou des contrées lointaines. Pourrons-nous un jour être débarrassés de la violence? Ou l'histoire doit-elle sans cesse se répéter? Plutôt que d'aborder cette question générale, je me suis interrogé sur notre monde de la recherche. Est-il pacifique? Ou du moins progresse-t-il dans ce sens? Le constat est pour le moins mitigé. Les discours mettent en évidence la coopération, qu'elle soit locale, internationale ou interdisciplinaire. La réalité est que les armes de la concurrence ont progressé. Facteurs d'impact, H-index, comptabilité des situations, rankings de toutes sortes. Elles sont largement utilisées, mais il faut le dire aussi régulièrement contestées. L'intégrité scientifique est mise en évidence, exigée de chacun. C'est une excellente chose, mais cela sert aussi de motif pour dénoncer publiquement, et souvent agressivement, la moindre faille, qu'elle soit intentionnelle ou non, bénigne, ou, par contre, invalidant totalement les résultats. La liberté d'explorer de nouvelles voies, de sortir des courants de pensée dominants, est reconnue comme une valeur fondamentale pour la recherche scientifique. Mais les appels à réduire au silence les dissidents se multiplient. Les scientifiques doivent défendre leurs idées et convaincre. Mais les débats sont trop souvent virulents et quand le sujet d'actualité, souvent porté sur la place publique. Ce constat est troublant, mais il n'y a pas lieu de s'en étonner. Le monde scientifique est le reflet de la société. Il n'est pas un monde isolé où tout se passe de façon parfaitement policée. Cher nouveau docteur,
Mon message vous paraît probablement bien inquiétant et négatif. Le monde de la recherche, comme toute entreprise humaine, a ses défauts, mais aussi ses qualités. Et il sera ce que nous en faisons, ce que vous en ferez. Il faut évidemment dénoncer l'agression et l'horreur de la guerre, mais la violence est éradiquée partout, sous toutes ses formes. Commençons donc par nos activités quotidiennes, en nous rappelant chaque jour que la modération apporte bien plus que la virulence, la coopération que la critique. Réservons l'intransigeance à ce qui nuit, à ce qui détruit. Elle est nécessaire, mais en abuser est délétère. Mon message, chers doctorants, est avancer avec passion, mais modération. Vous en tirerez bien plus de satisfaction, et ce sera un exemple qui, autant que la science, aidera à faire progresser notre monde. Je vous remercie. Nos docteurs avec thèse sont ici dans la salle et, bien à l'honneur aujourd'hui, je voudrais leur demander de se lever et inviter toute l'Assemblée et les applaudir avec moi. Je vais maintenant passer la parole au professeur Dominique Longré, président du Conseil universitaire à la formation doctorale et au doctorat. Merci. Cher docteur, je pourrais commencer mon intervention par une liste ressemblant quelque peu à un inventaire à la Prévert. Solvay, AB InBev, Proximus, Engie, Carmeuse, Sapca. Vous penseriez alors sans doute que je souhaite faire de la publicité aux généreux mécènes de mes recherches. Mais si j'ajoutais à la liste l'AWEX, l'IRPA, l'Africa Museum ou l'Observatoire royal de Belgique, votre perplexité augmenterait sans doute. Que peuvent donc avoir en commun des sociétés privées ou des institutions publiques aussi diverses? Toutes présentent une même caractéristique, celle d'employer des docteurs diplômés en Fédération Wallonie-Bruxelles, et d'être référencé au sein d'un répertoire reprenant 203 employeurs non académiques, privés ou publics. Ce répertoire est le fruit d'une enquête menée en 2021 par l'Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques. Cet organisme, dépendant du FNRS, n'a vu le jour qu'en 2018. Si vous ne le connaissez pas encore, cela s'explique donc fort bien, mais vous gagneriez à le connaître car ces activités vous concernent directement. Deux de ces missions sont en effet, je cite, « de suivre et d'analyser les carrières des chercheurs et des chercheuses et des chercheurs et de formuler des recommandations visant notamment à faciliter l'insertion professionnelle des titulaires d'un doctorat ». L'Observatoire coordonne dès lors plusieurs études en collaboration notamment avec l'ULiège. Ainsi, si vous avez soutenu votre thèse avant mai 2021, pour les autres, désolé, il faudra attendre encore un peu, vous avez été récemment invité à répondre à un questionnaire portant sur vos activités professionnelles. Cette enquête en est à sa deuxième édition. Comme ce fut le cas la première fois, le meilleur taux de réponse sera, j'en suis sûr, celui des docteurs liégeois. Ainsi, notre service Radius pourra à nouveau produire de précieuses statistiques nous aidant à mieux préparer les docteurs de demain aux carrières qui les attendent. Vos employeurs apprécient à coup sûr vos qualités intrinsèques de chercheurs. Rigueur et ténacité dans le travail, capacité à s'insérer dans une équipe, quête de l'excellence, esprit critique. Mais ils sont également très sensibles aux multiples compétences que vous avez acquises dans le cadre de formations transversales. Formation dont je voudrais ici saluer la très grande qualité. Merci
à toutes celles et ceux qui ont veillé à leur organisation au sein de l'université. Que vous poursuivez votre chemin dans le monde universitaire ou dans d'autres secteurs, vous le ferez, j'en suis sûr, d'un pas assuré. Et c'est grâce à vous, qui venez de près d'une quarantaine de pays, qui avez souvent réalisé votre thèse en co-tutelle ou qui bénéficiez d'un contrat à l'étranger, que l'université pourra continuer à rayonner tant dans notre région ou notre pays qu'au-delà de ses frontières. C'est donc maintenant à la fois avec confiance et gratitude qu'au nom du Conseil universitaire à la formation doctorale et au doctorat, je vous adresserai tout d'abord de cordiales félicitations pour tout ce que vous avez déjà pu accomplir au cours de votre parcours doctoral et que je formulerai ensuite des vœux chaleureux de plein succès pour tout ce que vous entreprendrez dans ce brillant avenir qui s'offre à vous. Merci. En toute honnêteté, au début, je ne voulais pas faire de thèse de doctorat car j'avais pas mal d'a priori sur la vie de thésard. Après avoir fait un stage en entreprise, je me suis rendu compte que l'entreprise laissait moins place à l'innovation et donc du coup, j'ai décidé de me lancer dans le milieu de la recherche. C'était pour moi l'opportunité de pouvoir approfondir un sujet qui me passionnait et de contribuer au développement des connaissances dans ce domaine. J'ai décidé de me lancer dans une thèse de doctorat parce qu'en médecine vétérinaire, on nous parle un peu de la recherche, mais ça reste quand même un milieu mystérieux et j'aimais l'idée de pouvoir participer à l'amélioration des connaissances ou essayer de résoudre certaines problématiques et de pouvoir agir sur une population plutôt qu'au niveau d'un individu. Être doctorant, c'est quand même avoir un double statut. On est encore un peu étudiant parce qu'on est encore encadré par un superviseur dans une structure académique. Mais d'un autre côté, c'est notre projet de recherche, on doit développer son indépendance et on avancera uniquement grâce au travail que nous-mêmes on fournit. Alors, le meilleur moment dans mon doctorat, je dirais que ce sont les voyages que j'ai pu effectuer pour les colloques, les séjours de recherche. J'ai pu voyager dans beaucoup de pays et découvrir d'autres méthodes de recherche, échanger avec d'autres chercheurs. Il y a eu des magnifiques moments où j'étais complètement émerveillée dans le laboratoire, les premiers moments où on a pu découvrir par bioluminescence la maladie virale, les premiers moments où j'ai vu un ADN condensé dans un petit tube de laboratoire. Alors le pire moment, je vais peut-être pas être original, mais c'est la situation Covid, mais peut-être de manière plus générale la solitude quand on est doctorant ou on travaille seul dans sa recherche. Mais évidemment, dans ces cas-là, on peut quand même aller essayer de contacter d'autres personnes et trouver d'autres doctorants qui sont dans le même sujet, dans le même domaine de recherche pour avancer ensemble. C'était quand même les derniers mois de rédaction qui sont assez difficiles. À la fois, il faut rédiger et puis il faut aussi penser à la suite, postuler pour des emplois dans ou en dehors du secteur académique. D'abord, il y a pas mal de formations qui sont organisées et qui permettent de se former dans différents domaines, des logiciels de présentation, des formations liées à la communication. Il y a aussi le réseau des doctorants qui permet vraiment de rencontrer différents doctorants de différentes facultés et comprendre qu'on est un peu tous dans le même bateau. Et alors, il y a aussi pas mal d'événements qui sont organisés par l'université, dont notamment par exemple ma thèse en 180 secondes et qui permettent vraiment de présenter notre recherche au public et de faire de la vulgarisation scientifique. J'ai eu la chance d'être sélectionnée aux différentes étapes jusqu'à arriver à la finale internationale francophone qui se déroulait à Dakar. Ça a été une expérience hyper enrichissante, probablement une des plus enrichissantes de mon parcours doctoral. Et là-bas, à la finale à Dakar, j'ai eu la chance d'être la lauréate de 2019. J'étais en pleine rédaction de thèse et donc du coup je cherchais une motivation à communiquer ma thèse à un plus large public. Et ensuite, de manière plus générale, ça permet vraiment d'apprendre à communiquer et à s'exprimer aussi face caméra parce que c'est aussi quelque chose que j'avais jamais fait avant. Ce qui était vraiment chouette, c'est le soutien de l'ARD et de l'ULiège dans cette aventure. On a eu plusieurs répétitions de groupe, une formation sur le langage corporel. C'est vraiment une formation qui sera utile aussi dans d'autres circonstances. La suite du parcours pour moi, c'est une expérience de recherche aux États-Unis. Je réalise un postdoctorat à l'Université de Pennsylvanie. Là, je fais actuellement un postdoctorat à Bruxelles où en fait j'aide la ville de Bruxelles au niveau technique à développer un réseau de chaleur dans la ville. Là, je profite un petit peu, petite pause carrière avec mon compagnon pour voyager et puis je vise un postdoc pour la prochaine rentrée académique, si possible dans les mêmes thématiques de recherche.
Nous allons donc maintenant commencer le tour des facultés et j'invite à me rejoindre pour la faculté de philo-lettres son doyen, le professeur Gerkens, le docteur Doris Causa, présenté par cette faculté, M. Martin Haspelmath, et la marraine de ce docteur Doris Causa, Mme Van Linden. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir et l'honneur d'appeler les docteurs à thèse de la faculté et j'en profite pour les féliciter chaleureusement. Il s'agit de mesdames et messieurs Antoine Baudry, Dries Knutz, Christine Demaker, Alizé de Villers, Jorke Grotenhuis, Tanguy Abran, Adélaïde Lambert, Grégory Menet, Stani Mazurkiewicz, Jean-Baptiste Muret, Gaël Pirard, Rémi Rizzo, Kevin Schmidt, Sonia Tomasso et Muriel van Rumbeke. Ensuite, nous allons passer à la présentation du docteur honoris causa facultaire, M. Martin Haspelmath, et c'est Mme Van Linden qui va s'en charger. Bonjour à toutes et tous. C'est un honneur pour moi de vous présenter Martin Haspelmath, linguiste allemand de renommée internationale, spécialisé dans le domaine de la typologie des langues. Il est chercheur senior à l'Institut Max Planck de Leipzig et professeur honoraire de linguistique à l'Université de Leipzig. L'octroi du titre de docteur honoris causa permet de récompenser une œuvre de premier plan dans les domaines de la diversité et la documentation linguistique, le changement linguistique, les langues en contact et la typologie des langues. Autant de thématiques qui sont vraiment au cœur des activités d'enseignement et de recherche en langue moderne, langue ancienne, langue orientale, ainsi qu'en linguistique au sein de notre faculté de philosophie et lettres. Martin Haspelmath s'est défini comme un linguiste, un spécialiste de linguistique générale, dont le principal objectif est la découverte et l'explication d'universaux de langage. En 2015, il a reçu une ERC Advanced Grant pour un projet sur cette thématique. En plus d'une production scientifique remarquable, tant par sa qualité et son étendue que par sa diversité, Martin Haspelmath est un partisan engagé de l'open science, soit le libre accès aux connaissances scientifiques, que l'Université de Liège et sa communauté scientifique défendent si ardemment. Beaucoup de ses publications sont accessibles gratuitement sur sa page web personnelle, mais il est aussi le cofondateur de Language Science Press, un éditeur scientifique spécialisé dans la publication en open access. Notons également qu'il est à l'initiative du projet World Atlas of Language Structures, bref, WALS, une base de données typologique intégralement accessible en ligne, dans laquelle il est aussi l'auteur de 6 chapitres. Alors le WALS est vraiment un outil incontournable pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants en typologie. Et il est aussi attrayant pour tout amateur des langues, tout amateur de diversité linguistique. Enfin, l'adjectif « open » s'applique aussi à sa personnalité. Martin Haspelmath est toujours resté très humble et très accessible aussi pour les jeunes chercheurs. Bravo, Martin.
Okay, thank you so much for this great honor. It's a pleasure and privilege to be here on this very special role, and also it's very nice to be able to congratulate Dr. avec thèse on this occasion. A doctoral degree is a wonderful achievement, and I wish you that you will be able to build on it even if it will not be an academic role. In Germany, there's no celebration of doctoral degrees. So for me personally, this feels a bit like becoming a doctor for the first time. West Germans were afraid to stage big academic events after 1968 because they feared they could be misused. We didn't even have proper defenses. So when I defended in West Berlin in early 90s, some colleagues came over from East Berlin and they brought flowers and they were shocked how little there was. It was all very unceremonial. So don't be afraid to celebrate when there's something to celebrate. There have been too few celebrations over the last 2 years, so it's really good that we can celebrate again. Thank you. Nous allons maintenant passer à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Et j'appelle à nous rejoindre son doyen, le professeur Yves-Henri Leleu. Le docteur honoris causa présenté par cette faculté, le professeur Philippe Sands, malheureusement, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais son parrain est quand même là pour le présenter. C'est le professeur Geoffroy Grandjean que j'invite aussi à nous rejoindre. Monsieur le doyen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, j'ai le grand plaisir d'appeler les docteurs avec thèse de notre faculté, Monsieur François Debras, Madame Martine Colette Mvengu Cruz-Merino et Madame Annie Nissen. Je les félicite tous les trois pour leur... Nous allons passer maintenant à la présentation de notre docteur honoris causa, M. Philippe Sands, qui sera faite par notre collègue Geoffrey Grandjean. Alors, recevoir une distinction, et la distinction de docteur honoris causa est une gratification que nous pourrions qualifier d'irréfutable, ce qui en soi est un paradoxe pour la science. Cette distinction, elle est également une raison de joie pour Philippe Sands, qui malheureusement ne peut pas être présent. Sans nous perdre dans certaines chinoiseries académiques, il me faut vous présenter quelques exceptionnelles qualités de notre collègue. Sous l'angle scientifique, Philippe Sands est un internationaliste, c'est-à-dire un spécialiste en droit international. On pourrait le qualifier de précoce, dans la mesure où, dès le début de sa carrière scientifique, il a travaillé dans des domaines à peine émergents. D'un côté, ses recherches en droit de l'environnement remontent aux années 80 et il est l'auteur d'un ouvrage de référence sur les principes de droit international environnemental. D'un autre côté, ses recherches sur les tribunaux internationaux, depuis Nuremberg jusqu'à la Cour pénale internationale, lui ont permis d'appréhender la justice internationale de manière transversale. À n'en pas douter, la précocité scientifique de Philippe Sands font de lui un acteur du progrès de l'humanité. Sous l'angle pédagogique, Philippe Sands fait œuvre utile lorsqu'il écrit l'histoire de la naissance des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité à travers sa trajectoire familiale. Ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de lire avec délectation Retour à Lemberg et ses suites prennent la mesure de la puissance de sa plume. Les écrits de Philippe Sands inspirent, et rares sont les universitaires dont on peut dire que beaucoup de lecteurs enthousiastes recommandent chaudement les ouvrages à des amis, voire en achètent plusieurs exemplaires pour les distribuer. Sous l'angle social, Philippe Sands, en sa qualité d'avocat, défend des causes qui lui tiennent à cœur. Il conseille régulièrement certains États lorsqu'il faut dénoncer la chasse à la baleine
ou les essais nucléaires, lorsqu'il faut défendre les droits de l'homme contre les crimes de Pinochet, ou lorsqu'il faut promouvoir le droit à l'autodétermination. La vie et l'œuvre de Philippe Sands nous invitent au final à penser le collectif et surtout à concevoir des règles de droit dont la finalité est de garantir le vivre ensemble par la promotion d'un intérêt collectif aux colorations humaines sans cesse renouvelées. Je vous remercie. Nous allons maintenant entendre Philippe Sands en vidéo. Hello, I'm Philippe Sands, and I'm very sorry not to be with you today on this most important of days. I am looking forward to joining you in the autumn, but on this special day, I want to wish you well. As graduands, as doctoral students, you're at a relatively early stage, not quite the beginning, but of a most exciting adventure. Your lives will take directions that you cannot predict. But in the process of engaging in doctoral studies, you will have been developing skills and knowledge and ideas that will stand you in very good stead going forward. I don't have much by the way of advice, except that it's important to follow your instincts, do the things you really want to do, and be fearlessly independent and true to yourselves at all times. I wish you well going forward, and I'm very much looking forward to meeting some of you in the autumn. La faculté suivante est la faculté des sciences, et j'appelle à venir me rejoindre son doyen, le professeur Pascal Poncin, docteur honoris causa présenté par cette faculté, professeur Sheena Radford, et son parrain, professeur André Mateigne. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de féliciter les 62 docteurs de la faculté des sciences à un excellent millésime. Sarah Agadzekor, Iran, Dominique Béouir, Maxime Bourguignon, Antoine Brège, France, Claudio Andrés Carril Pardo, Chili, Renaud Chrétien, Lionel Clermont, Alejandro Ariel Coca Salazar, Bolivie, Flavien Collard, Laetitia Collet, Amélie Corato, Johan Cornet, Benoît de Flandre, Nicolas Di Giovanni, Lana Martina Dubois, Allemagne, Elsa Ducrot, France, Moussine El Halim, Maroc, Noémie Emmanuel, Mohamed Nambil Adeoti Fagbemi, Bénin, Steven Fanara, Martin Farnir, François Fontaine, Gwenaël Guin, Kevin Cobron, France, Élodie Griffney, Katia Guedry, Algérie, Philippe Helbig, Allemagne, Théo Henry, France, Sandrine Hubert, Alessia Hubi, Evgeny Ivanov, Russie, Christophe Kittel, Marie Lejeune, Raphaël Léonard, Laurent Loosvelt, Loïc Martinet, Adeline Massouir, Jessie Matar, Liban, Andrea McCann, France, Bastien Mauss, Abdul Hamid Mohamed Salah, Niger, Youssef Moulan, Maroc, Anne-Sophie Mreyen, Renaud Nivelle, Julien Olivet, Caroline Piffet, Salvatore Pili Terry, Mariana Pinzone, Italie, Maxime Prignon,
Alice Reimakers, Anne-Sophie Reuter, Adeline Rosu, Colin Royer, Ali Reza Zazani, Iran, Pierre Stiernier, Nicolas Tellen, Emeline van der Becken, Fanny van der Linden, Guillaume Van Hal, Sylvain Watley, Pierre-François Wilmot et Delphine Zanella. Félicitations. Et donc j'appelle ici à la chaire Madame Sheena Radford ainsi que son parrain André Matagne. Ils sont déjà là. Merci, Monsieur le Doyen. Mesdames, Messieurs, toutes et tous en vos titres et qualités, c'est un grand honneur, mais aussi un grand plaisir pour moi, une grande joie de vous présenter la professeure Sheena Radford. Après des années d'études en biochimie au sein des universités de Birmingham et de Cambridge, en Angleterre, bien sûr, Sheena a séjourné 7 à 8 ans au sein de l'université d'Oxford en tant que chercheuse postdoctorale. C'était les années glorieuses de l'Oxford Center for Molecular Sciences et d'une production scientifique très fructueuse, très prolifique pour Sheena, en collaboration avec de nombreux collègues, en particulier le professeur Chris Dobson. En termes de recherche, Sheena a focalisé ses travaux dans le domaine de la biologie moléculaire structurale et en particulier sur la dynamique conformationnelle des protéines et sur la façon dont ces mouvements moléculaires sous-tendent le repliement des protéines. Ainsi, les travaux de Sheena Radford ont contribué de manière très significative à notre compréhension actuelle du repliement des protéines, mais aussi du mauvais repliement de certaines protéines. Et dans ce contexte, elle a contribué significativement à la connaissance des mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'auto-assemblage de certaines protéines pour former des complexes macromoléculaires particulièrement monstrueux qu'on appelle des fibres amyloïdes et qui sont associés à de nombreuses maladies particulièrement dévastatrices telles que Alzheimer et Parkinson. J'ajouterai encore que Sheena a permis de faire avancer un grand nombre de méthodes dans le cadre de l'utilisation de techniques biophysiques modernes, comme par exemple la spectrométrie de masse et la résonance magnétique nucléaire. Voilà, ma chère Sheena, c'est un grand honneur vraiment, mais aussi un grand plaisir de contribuer modestement à l'honneur qui t'est rendu aujourd'hui. Et je tiens à t'adresser mes plus vives félicitations, aussi au nom de notre doyen, le professeur Pascal Poncin, et le vice-doyen à la recherche, le professeur Moreno Gallini. Je vous remercie. Yes. Say a few words. Scientists never get it right. Rector, Dean, Professor Matania, fellow graduands, it's an honour and a privilege to receive the insignature of Dr. Honoris Causa for such a brilliant and esteemed university. I'm proud to be a graduate and to join all of you. What a fantastic bunch. Today is a special day for all of us doctoral graduands. The academic discoveries you've made, your intellectual curiosity and sheer hard work.
has resulted in your successful award of Doctor with Thesis in the Faculty of Sciences. May I offer my huge congratulations to every single one of you. Science is a unifying and collaborative exercise, and we can only proceed by working together. Teamwork is it. Together, we discover new things and learn how to explore the unexplored and to realize that our new discoveries made may well increase knowledge of humankind and may ultimately benefit the world. In the words of Louis Pasteur, science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch that will illuminate the world. I think they're wise words. And so, fellow graduates, go out, shine your torch, be proud of your success and your university, and I wish you all the very best for your futures in whatever direction it takes. Thank you very much. Faculté suivante, la faculté de médecine. J'appelle son doyen, le professeur Édouard Louis. Le docteur de Scosa, présenté par cette faculté, Madame Ingeborg Hochberg, et son parrain, le professeur Philippe Lefebvre. Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter les docteurs à thèse de la faculté de médecine et vous verrez que dans cette liste, je peux vous le dire, la qualité n'a rien à envier à la quantité. Alors j'appelle ici sur la scène Mesdames et Messieurs Philippe Amabili, Arnaud Ancion, Elénie Araclioti de Grèce, Sandrine Beckart, Marcel Bimazubut, Stephen Bornheim d'Allemagne, Edmond Brasseur, Annalisa Canale d'Italie, Carlo Cavaliere d'Italie, Marta da Silva Ferreira du Portugal, Virginie Dehalleux, Gilles de Goth, Ricardo Deida d'Italie, Charlotte Delerès, Amandine Delay, François Delvaux, Alice Demelaine, Frédéric de Pierreux, Geoffrey de Strel, Marina Di Gregorio, Nathalie Donis, Amandine Duchemin de France, Rodolphe Durieux, Marie Hébrouin, Anton Gering, Christine Genigens, Lionel Gillot, Maxime Gilsoul, Claude Allais, Justine Huard, Zaïd Gédidi, Kevin Joas, Stephen Gillings, Nicodème Kalenda Chilombo de la République démocratique du Congo, Muriel Kirsch, Vinciane Koenig, François Lallemand, Ève Lebas, Pierre Lemaître, Laetitia Langlais, Thomas Louis, Patrick Magui, Georgios Makrigianis de Grèce, Matonda Manzuzi de la République démocratique du Congo, Evelyne Mélotte, Max Marc Roger Merat du Grand-Duché du Luxembourg, Concetta Elisa Onesti d'Italie, Charlotte Pilar de France, Thibaut Remacle, Céline Reuge, Quentin Roblin, Florence Rogister, Lilia Rostomian de Russie, Axel Gérald Aube Tonidé Sounouvou du Bénin, Carmen Terren, Thierry Thirion, Asia Tiamiou de France, Jeanne Primitive Uyusenga du Rwanda et Aline Van Winsberg. Je vous félicite chaleureusement, nous sommes fiers de vous. Et j'ai maintenant l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom de la faculté de médecine notre docteur honoris causa, Madame Ingeborg Hochmeyer, qui va être présentée par notre collègue Philippe Lefebvre. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est un réel privilège pour moi de vous présenter Madame Ingeborg Hochmeyer. Fondatrice et PDG de Medel Medical Electronics, Ingeborg Hochmeyer, de nationalité autrichienne, est docteur en sciences de l'Université de Vienne
et a reçu en 2017 le prestigieux prix Lasker DeBakey Clinical Medical Research Award pour le développement de l'implant cochléaire moderne, un système qui restaure l'audition des personnes atteintes de surdité sévère à profonde grâce à la stimulation électrique du nerf auditif. Ingeborg Hochmeier, titulaire d'un doctorat en génie électrique, a contribué dès les années 70 au domaine des implants cochléaires, comme le développement du premier implant cochléaire microélectronique multicanal au monde, implanté à Vienne en 1977. Il demeure le seul système capable de remplacer un sens humain, à savoir l'audition. Cet implant comportait une longue électrode flexible qui pouvait pour la première fois délivrer des signaux électriques au nerf auditif. Les innovations vont ensuite se poursuivre à un rythme intense. La rigueur intellectuelle, l'esprit pionnier et la quête d'excellence du Dr Hochmeier ont transformé les vies de presque 100 000 personnes malentendantes à travers le monde. 100 000 personnes pour la Société Medel exclusivement. En collaboration avec le professeur Erwin Hochmeier, son époux, Ingeborg Hochmeier a fondé Medel dans l'optique de créer des applications à la pointe de la technologie. Medel est une société privée qui appartient strictement à monsieur et madame Hochmeier. Elle emploie actuellement plus de 2400 personnes à travers le monde. Elle comporte plus de 350 personnes impliquées dans les recherches et développements. Être PDG de Medel est plus qu'un travail pour le Dr Hochmeier. C'est toute sa vie. Aider les gens à surmonter les obstacles à leur communication provoqués par leur perte auditive est le principe fondateur de Medel. Il demeure sa mission et sa passion. L'amélioration de la qualité de vie des patients continue à être une valeur personnelle et professionnelle fondamentale qui est vécue quotidiennement à travers son leadership chez Medel. Je me permets ici de la féliciter encore pour tous les travaux et l'aide qu'elle apporte à des milliers de patients tous les jours dans le monde. Merci beaucoup. Cher Monsieur le Recteur, we would say magnificence in my country, cher nouveau docteur. It's a big honor to be awarded this honorary doctorate of this famous university today. And me and my team received this for translational research, which is something that you would probably be working on in the future. And my advice for you is two things. For one, you should always use your abilities to the maximum to maximally contribute in a positive way. And number two, the values that you should share with your future teams, they are expertise, caring, and respect. And I wish you a bright future. Faculté suivante, celle des sciences appliquées. J'appelle son doyen, le professeur Éric Delay. Docteur honoris causa, présenté par cette faculté, Nicolas Poès, et son parrain, Pierre Duisinx.
Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les nouveaux docteurs de la Faculté des sciences appliquées, dont je vais citer les noms et que j'invite donc à rejoindre cette scène. Apolline Bambara, qui nous vient du Burkina Faso, Jean-Michel Bégon, Marios Zoyos Bezas, qui vient de Grèce, Ioannis Boukas, également de Grèce, Johan Boutet, Xaviera Calixte, Joseph Peter Karabeta, USA, Ruyang Dai, qui vient de Chine, Dang Van Thuong, du Vietnam, Véronique Debrier, Pierre-Yves Declercq, Laurine Duchesne, Jonathan Dumas, qui vient de France, Sarah Echeverry Raramillo, de Colombie, Solomon Eosioke, Nigeria, Francesco Gallupo, Italie, Antonio Gamba, également Italie, Bernard Morino Ganou Kungang, Cameroun, Louis Goffin, Jean-François Graillet, Liliane Gramigna, Italie, Richard Hoffman, Allemagne, Nanda Gopala Killingar, d'Inde, Xuefang Li, de Chine, Jorge Lopez Alvis, Mexique, Waqas Ahmed Mahar, Pakistan, Miguel Manuel de Villena Milan, Espagne, Elke Mergny, Pablo Gabriel Morato Dominguez, Espagne, David Constantin Radu, Roumanie, Guylain Raz, Thibaut Résimon, Clémentine Schellings, David Thomas, Younes Tourtit, Maroc, Chen Wang, Chine, et Sibo Yuan, Chine. Congratulations to all of you. Et je cède la parole à mon collègue, le professeur Duzinx, pour la présentation du docteur honoris causa Nicolas Moès de la Faculté des sciences appliquées. Merci beaucoup, monsieur le doyen, monsieur le recteur, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un grand honneur de présenter Nicolas Moès. Commençons d'abord peut-être par une petite devinette. Quel est le lien entre la déchirure du fuselage d'un Boeing, la propagation des fronts de flammes dans un incendie, la fonte des glaciers et, pour les historiens, l'accident de train de Meudon qui, en 1842, coûta la vie à de nombreux Parisiens venus assister aux fêtes de Louis-Philippe? Eh bien, réponse, il s'agit de problèmes de physique dans lesquels une frontière immatérielle se déplace dans un milieu. Professeur Nicolas Moès a consacré ses recherches à l'étude des phénomènes de la physique liés justement à ces propagations de front. La mécanique de la rupture et la mécanique de l'endommagement sont la quintessence des recherches dans le domaine de la mécanique des milieux continus. Nicolas est tombé dedans quand il était tout petit, comme Obélix. Son nom est intimement lié à une méthode appelée la méthode des éléments finis étendus, ou XFEM pour les spécialistes qui sont dans la salle, qui permet de simplifier grandement l'étude et la simulation sur ordinateur. Plus récemment, Nicolas a développé un cadre théorique unifié, mêlant et mélangeant endommagement, mécanique de la rupture et même contact entre les corps en présence. Mais c'est en 2020 qu'il est élu membre de l'Académie française des sciences dans la classe sciences mécaniques et informatiques. Pour nous, il s'agit en fait d'une véritable reconnaissance du domaine de la mécanique numérique par la communauté scientifique tout entière. En réalité, c'est l'approche scientifique qui consiste à utiliser la simulation sur ordinateur comme un véritable outil d'expérimentation pour la compréhension des phénomènes physiques. En ce sens, il fait vraiment grandement honneur à un liégeois illustre, le professeur Baudouin Freis de Veubeek, qui, dès les années 1960, fut un des pionniers des méthodes numériques en mécanique et en aéronautique. Nicolas a d'ailleurs toujours entretenu un lien privilégié avec notre école liégeoise au travers de multiples collaborations et échanges scientifiques et de personnes. C'est à cet égard que nous tenions absolument à l'honorer du titre de docteur honoris causa de notre université. Merci.
Monsieur le recteur, cher docteur, mesdames, messieurs, je suis très honoré et ému aujourd'hui d'être ici. Il y a 30 ans, je recevais comme vous un diplôme de l'Université de Liège, certes pas le grade de docteur, mais comme ingénieur civil. Alors, j'ai la chance de vous adresser quelques messages. Le premier est de profiter. Vous venez de travailler dur pendant 4 ans, cela se fait, vous pouvez être fiers de vous. Ensuite, j'ai 2 conseils. Soyez indisciplinés et ne soyez pas naïfs. Vous avez travaillé pendant 4 ans sur un sujet assez pointu. C'est le bon moment de dézoomer. Je vois que certains d'entre vous portent des lunettes et peut-être même qu'elles vous ont été conseillées pendant votre thèse. Quand on travaille sur une thèse, on est sur un sujet pointu. J'ai même moi-même dû porter des lunettes pendant la thèse. C'est l'opportunité maintenant, comme vous a dit l'ophtalmologue, de regarder de loin. Eh bien, peut-être que le cerveau fonctionne comme les yeux. Après vous êtes concentré pendant 4 ans, offrez-vous une petite indiscipline après vos 4 ans de discipline sévère, et peut-être même célèbre. Si vous étiez dans le domaine du génie civil, pourquoi ne pas essayer le quantique ? Si vous étiez dans le domaine de l'électromagnétisme, ouvrez donc un livre de biologie. Reste à vous parler de la naïveté, peut-être un sujet plus grave. Votre diplôme, vous ne le devez qu'à vous. Il n'est pas le résultat d'un choix économique. Des investisseurs ne se sont pas réunis pour savoir si ça valait la peine de vous décerner le diplôme au titre d'un investissement. Ce n'est pas non plus un choix politique. Ce n'est pas le résultat d'un vote populaire. Bref, la science est différente de l'économie et de la politique. Et ça, vous le savez très bien, vous en êtes très conscient. Mais vous aimez la science parce qu'elle est belle, utile, et vous pensez qu'elle a toute sa place à côté de l'économie et de la politique. Et vous avez bien raison. Mais ne soyez pas naïfs. Beaucoup de gens ne pensent pas comme vous. L'histoire économique et politique récente donne de nombreux exemples où la science a été mise à mal. Sachez défendre la science. En tant que docteur, vous êtes les plus hauts gradés dans la défense de la science. Sachez user de votre statut. Je vous remercie. Faculté suivante, après laquelle nous aurons un petit intermède musical. Je veux saluer notre pianiste Fabien Fiorini qui accompagne cette cérémonie. J'appelle pour la faculté des médecines vétérinaires la doyenne, le professeur Tatiana Hart, le docteur honoris causa proposé par cette faculté, Mihai Netea, malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. J'invite son parrain aussi à nous rejoindre à la chaire, le professeur Laurent Gillet. Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, j'ai donc le plaisir maintenant de citer les personnes qui ont obtenu un doctorat avec thèse en faculté de médecine vétérinaire, personnes que je félicite et que j'invite à nous rejoindre sur la scène. Il s'agit donc de Lola Dechêne, Natacha Delray, Salem Djebala de France, Aline Fastrez, Frédéric Gandard de France, Yuan Gao de Chine, Virginie Guérin, Louisa Ludwig Begal d'Allemagne, Sugrinoma Achille Ouedra Ogo du Burkina Faso, Ravo Michel Razafimahefa de Madagascar, Véronique Renaud, Watif Saadi du Maroc, Fafa Sow du Sénégal, Irene Tozzi d'Italie, Clovis Waters et Mahuton Olivier Zanou du Bénin. Je vous félicite. Voilà, je cède la parole à mon collègue, ami et vice-doyen à la recherche qui va vous présenter notre docteur honoris causa absent. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc c'est un honneur pour moi de vous présenter le professeur Mihai Netea qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, le travail de Mihai Netea nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne notre système immunitaire, ouvrant des portes jusque-là insoupçonnées.
En particulier, il fut l'un des tout premiers à proposer le concept de mémoire immunitaire innée ou trained immunity, nous permettant de comprendre comment notre environnement et notre histoire façonnent, influencent nos réponses immunes et permettent d'expliquer une partie de la variabilité qui distingue chacun de nous. Ces recherches liant immunologie, microbiologie, métabolisme et génétique ont conduit à plus de 1100 publications dans les revues les plus prestigieuses au monde et à plus de 76 000 citations. Il n'est quasi plus un congrès d'immunologie dans le monde où les théories proposées par Mia Inetea ne sont citées. Ce succès, il le doit sans aucun doute à des connaissances scientifiques exceptionnelles et à un travail acharné. Il le doit également, certainement, à sa créativité qui lui permet de constamment proposer de nouvelles pistes de réflexion sortant des sentiers battus. Et à titre d'anecdote, cette créativité est notamment illustrée par les romans de science-fiction qu'il écrit à ses temps perdus. Cependant, ce que j'aimerais mettre particulièrement en avant, c'est que malgré ce succès, Mia Inetea a gardé cette capacité d'écoute et de bienveillance envers chaque chercheur qui vient lui demander conseil. Il arrive par la considération qu'il témoigne à tous à transmettre son enthousiasme pour la recherche et à tirer ses équipes vers le haut. Sans nul doute, cette dernière qualité n'est pas étrangère à la réussite rencontrée par Mia Inetea à tous les endroits par où il est passé. Cher Miaï, pour la source d'inspiration que tu représentes pour de très nombreux chercheurs du domaine, nous te disons merci. Voilà, nous allons maintenant entendre le professeur Inetea en vidéo. Dear PhD students of Class 2021 of Faculty of Veterinary Medicine, dear young colleagues, it is a pleasure and an honor to be the first to be able to congratulate you today. For you, today represents a very special moment with double significance. On the one hand, you should look back with pride of what you achieved, and you should enjoy this moment that you deserve together with friends and family. But on the other hand, this is also a moment to look at the future. In the coming years, you have a duty to bring forth the knowledge that you gained in whichever domain your future career will bring you, either to extend this in your research, or to bring it to practical applications in industry, or teach new minds and future specialists. I am sure that today will be a cherished memory for you, and I also wish you all the best in your careers and life. Faculté de psychologie, logopédie et des sciences de l'éducation. J'appelle sa doyenne, le professeur Isabelle Ancet. L'honoris causa présenté par cette faculté Shane Jimmerson et sa marraine, le professeur Ariane Baillet. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter les nouveaux docteurs de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. Je félicite vivement et j'appelle à nous rejoindre Aminata Bissego, Marion Bouffier de France, Virginie Christophe, Estelle Dauvister, Clara Della Libera, Caroline Deltour, Sophie Gillet, Dorian Jaggers, Audrey Krings, Adeline Müller, Margot Sacré et Grégory Voz. J'ai le plaisir de demander au professeur Ariane Baillet de présenter notre docteur honoris causa, Shane Jimmerson. Crise, violence, traumatisme, ces mots font écho à une actualité douloureuse. Ils sont aussi la réalité d'enfants qui vivent ces situations au quotidien dans leur école.
C'est à eux que le professeur Jim Merson a consacré sa carrière à l'Université de Californie, dans les domaines de la psychologie scolaire, de la psychopathologie développementale et des interventions dans les écoles en situation de crise. Mais pour qu'une école soit l'endroit sécurisant, efficace et bienveillant qu'elle devrait être, il ne suffit pas d'une grande envie ou de bonne volonté. Il faut la rigueur qui permet de faire la part des mythes et de la science. Et il faut un grand sens de l'engagement qui permet de convertir une vérité scientifique en vérité politique et de terrain. La carrière du professeur Jim Merson, l'un des auteurs les plus prolifiques et cités dans le domaine de la psychologie scolaire, c'est sans doute le combat d'une vie à lutter contre l'échec et le mal-être scolaire, avec la rare conscience que les besoins des enfants dépassent nos carcans disciplinaires. Le plus impressionnant est sans doute la capacité du professeur Jim Merson à articuler les deux bras de l'Evidence-Based Education, des constats aux solutions, tout en fédérant autour de lui les chercheurs les plus pertinents et reconnus dans son domaine. Y a-t-il un mot pour décrire cette aisance à douter toujours, sans jamais cesser d'agir? Permettez-moi de vous dédier un néologisme. Professeur Jim Merson, merci pour votre endoutiasme. Bonjour. Thank you to the rector, the dean, and faculty. It is an honor to join you here today. Congratulations to each of you as graduates on this important accomplishment. Completing your doctoral degree reflects your commitment to pursuing knowledge and to advancing science, and of course, your incredible efforts and persistence to complete your projects in each of your fields throughout the building. I'm honored to join you today. I have 3 brief observations to share with you this morning. First, context matters. We must acknowledge that each of you have completed your doctoral studies during a very unique time in our world's history. Who knew when you began your doctoral studies that you would be finishing during the world's most intense pandemic in the last 100 years? Indeed, these past 2 years, amidst the COVID-19 pandemic, have impacted each of us around the world. Many thesis projects were also impacted by COVID. Yet, many important projects were completed. For instance, the doctoral thesis by Caroline Deltor on implementing positive behavioral supports in the schools to help support students and teachers. I have read this high-quality thesis project, and I congratulate you, and I am inspired by your ongoing efforts to implement evidence-based practices in schools. Second, relationships matter. The faculty, family, and/or friends that surround us provide the support that we each need to thrive. Thank you to the Department of Psychology and Education Sciences, to Rector Volper, to Dean Hanse, to Professor Bay, and all the faculty for all your contributions to the preparation of these new doctoral colleagues.
and for this incredible honor. Thank you to my wife, Carrie, and my children, Gavin and Tate, for all their love and support and inspiration. I'm grateful that they're able to be here with me today. And I want to take a moment to celebrate all the faculty, the families, and friends who have helped to support the journey of these doctoral recipients. So please join me. Bravo to each of you. Third, your efforts make a difference. There's a French saying that I think many of you have learned throughout your doctoral studies, perhaps throughout your childhood. La chance est parfois les efforts toujours. For those of you that don't speak my version of American French, I was trying to say, luck helps sometimes, work always does. Each of you have clearly put in the hard work and successfully completed your doctoral studies. Again, congratulations to each of you. Merci for the tremendous honor and inviting me to join you in this important ceremony. Best wishes to each of you. Thank you. Passons maintenant à HEC, l'école de gestion de l'Université de Liège. J'appelle son doyen, le professeur Wilfried Nissen. Le docteur honoris causa présenté par cette faculté, Anne-Claire Pache, et la marraine de celle-ci, le professeur Virginie Aufler. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur de vous présenter les docteurs avec thèse d'HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Je vais les citer et les inviter à nous rejoindre sur scène. Ces docteurs sont Christian Javier Clavio Lopez de Colombie, Élodie Dessy, Fanny Dethier, Anne-Laure Fréquin, Luc Matabaro Borozima de la République démocratique du Congo et Nguyen Thi Phuong Thao du Vietnam. Au nom de la faculté et au nom de tous les collègues, je vous félicite très chaleureusement. J'invite maintenant ma collègue, la professeure Virginie Aufler, de vous présenter la docteure honoris causa de la faculté, Madame Anne-Claire Pache. Anne-Claire Pache est professeure en innovation sociale et titulaire de la chaire en philanthropie de l'ESSEC Business School, considérée comme l'une des plus prestigieuses grandes écoles françaises. En décernant aujourd'hui un doctorat honoris causa au professeur Anne-Claire Pache, notre faculté souhaite mettre à l'honneur les recherches qu'elle mène sur un phénomène émergent, sur lequel se centre également l'un des domaines de pointe de notre faculté, les entreprises dites sociales ou à finalité sociale. Ces entreprises se fixent une double mission. Concevoir un modèle économique rentable et pérenne, permettant de répondre à un besoin sociétal ou environnemental. Au fil de ses travaux de recherche, publiés dans les meilleures revues de nos disciplines, Anne-Claire Pache a montré comment ces organisations hybrides, confrontées à des problématiques stratégiques et de gestion très particulières, parviennent à concilier des logiques institutionnelles concurrentes et à changer l'échelle de leur action, accroissant ainsi leur impact social, sociétal, environnemental. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour les entreprises traditionnelles confrontées aujourd'hui, plus que jamais, aux défis sociétaux et climatiques, dans des environnements toujours plus hybrides, toujours plus complexes. Anne-Claire Pache est elle-même une véritable entrepreneuse sociale. Cofondatrice d'Unicité en 1995, elle est à l'origine du service civique en France.
Cofondatrice de la chaire en entrepreneuriat social, fondatrice de la chaire en philanthropie, elle joue un rôle actif dans le développement et le rayonnement d'un écosystème de recherche en Europe sur les thèmes de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social et de la philanthropie, sur lesquels elle porte un regard rigoureux, sincère, toujours pertinent, créateur de ponts entre les mondes académiques et praticiens. Au sein de son institution, enfin, d'abord en tant que directrice académique, puis aujourd'hui en tant que directrice de la stratégie et de l'engagement sociétal, elle contribue à faire de l'ESSEC une école pionnière et exemplaire dans la transformation de son enseignement, de sa recherche ou de ce campus, pour mieux répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux. Anne-Claire Pache est à cet égard une source d'inspiration pour notre propre institution. Nous l'en remercions et nous sommes fiers de lui remettre cette distinction. Je suis éminemment honorée, émue même, je vais devoir garder ces quelques larmes, de recevoir ce doctorat. Un grand merci à Virginie, à toute l'équipe du Centre d'économie sociale, qui a été, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, ma source d'inspiration, Jacques de Fourny ayant déjà ouvert la voie pour moi. À nos docteurs, j'ai deux messages. Deux messages assez simples. Bravo et merci. Le bravo, il est d'abord parce que vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus dans la situation qu'on a tous connue ces dernières années. Bravo aussi d'avoir choisi une voie professionnelle qui, je crois, compte parmi les meilleurs au monde. Quels autres métiers permettent la stimulation intellectuelle de la recherche, la richesse humaine des activités d'enseignement et la liberté que requiert la science pour pouvoir explorer librement et de manière autonome de nouvelles aventures. Donc bravo pour ce choix, bravo pour tout ça. Le merci, il est lié au fait que nous voyons aujourd'hui que la paix, que la démocratie que nous prenions pour acquis sont plus que jamais en danger, y compris sur nos terres européennes aujourd'hui, et que dans ce contexte-là, l'éducation, la science et la recherche rigoureuse sont plus que jamais indispensables. Je veux du coup vous dire un grand merci d'avance pour le rôle que vous allez jouer en tant que relève de la recherche et de l'éducation dans notre monde. Merci d'avance pour ce rôle d'éclaireur et de promoteur de la démocratie et de la paix que vous jouerez pour nous et pour nos enfants. Un grand merci. Faculté des sciences sociales. J'appelle le professeur Frédéric Scudin, son doyen. Le docteur Onoris-Causa présenté par cette faculté, Mme Joan Wallach-Scott, n'a pas pu être là aujourd'hui. J'invite son parrain, professeur Mohamed Nachi, aussi à me rejoindre ici à la chaire. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis à la fois heureux et fier de vous présenter les 10 docteurs avec thèse de la faculté des sciences sociales. Oriane Botson, Mélanie de Winter, Louis Florin, Dalila Garbaoui,
Jérémy Mandin, France, Jean-Marcelin Manga Lebongo, Cameroun, James Musonda, Zambie, Régine Namboua, République démocratique du Congo, Fatima Zibou et Ousmane Zungrana, Burkina Faso. Au nom de tous mes collègues de la faculté, je les félicite pour leur diplôme. Ils arrivent, elles arrivent. Et je suis maintenant heureux d'appeler le professeur Mohamed Nachi pour présenter notre docteur honoris causa, le professeur Joan Scott, qui malheureusement n'est pas là, mais qui donnera une conférence en ligne lundi à 15h. Invitation à toutes et tous. Merci, Monsieur le doyen. Alors, pour commencer, laissez-moi évoquer un simple souvenir. J'ai connu Joan à l'Institut for Advanced Studies de Princeton en 2009-2010. Or, cette année était également celle de la révolution tunisienne. Lorsque la révolution a éclaté et que le pouvoir a été renversé, Joan m'a congratulé, comme seuls savent le faire les grands intellectuels, pleinement concernés par les affaires du monde. Cette manière d'être à la fois aux avant-postes de la recherche scientifique est profondément enracinée dans son époque et, à mes yeux, l'un des traits caractéristiques de Joan Scott. Je ne vais pas détailler devant vous l'ensemble de sa carrière. Pour le dire d'un mot, elle se présente elle-même comme une Américaine historienne de la France. Si le point de départ de ses travaux peut être situé dans le sillage de l'histoire sociale, son cheminement a bifurqué en s'intéressant aux relations de genre et en préconisant une approche critique de l'histoire. Elle a ainsi contribué à la déconstruction des catégories classiques de l'histoire en introduisant le genre comme élément constitutif des relations sociales et comme catégorie centrale pour l'analyse historique. C'est cette façon de croiser les regards, de s'autoriser le mélange des genres, si vous me permettez cette expression, qui fait de Joan Scott une historienne inclassable. Et au-delà, un phare pour la recherche des sciences sociales, surtout dans le monde si troublé qui est le nôtre. Mais au-delà, Joan est surtout une personne dont j'aimerais bien saluer les profondes qualités humaines. Générosité, attention aux autres, empathie et engagement font d'elle une personnalité remarquable. En lui décernant le titre et le grade de docteur honoris causa de notre université, la faculté des sciences sociales de l'Université du Liège souhaite mettre à l'honneur à la fois une pionnière sur le plan scientifique, une femme d'une grande humanité. Une personne dont l'exigence et la force intellectuelle continueront de guider, nous l'espérons, des générations des chercheuses et des chercheurs de part et d'autre de l'Atlantique. Je vous remercie. Nous allons maintenant entendre le professeur Joan Scott en vidéo. Je suis honorée de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université de Liège.
Je suis particulièrement honorée de le recevoir avec ce groupe de nouveaux et de nouvelles doctorantes. Nous voilà réunis, moi à la fin de ma carrière, vous au début de la vôtre. Ce que nous avons en commun, c'est notre dévouement au travail universitaire, notre fierté de produire des connaissances qui feront progresser la compréhension de nos disciplines, de la science et des sociétés humaines. J'ai commencé ma carrière universitaire dans un moment de possibilités expansives. Vous commencez la vôtre dans des temps beaucoup plus sombres. Face aux attaques sans précédent contre les universités, contre la pensée critique et même contre la vérité par des dirigeants autoritaires et leurs partisans à travers le monde, nous devons redoubler nos efforts pour protéger les précieux processus de production de connaissances dans notre recherche et notre enseignement. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir l'avenir de notre propre travail et de celui des générations à venir. Merci beaucoup et mes félicitations. Dans la faculté Jean Blou agrobiotech, j'appelle son doyen, le professeur Frédéric Francy. Le docteur honoris causa présenté par cette faculté, le professeur May Berenbaum, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mais j'invite aussi son parrain de rejoindre, le professeur Éric Aubruge. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Félicitations aux 54 docteurs de Jean Blou agrobiotech. Donc nous allons faire un petit tour du monde et je vais leur demander de me rejoindre sur ici la scène. Donc il s'agit de messieurs et mesdames Dieudonné Bahati Shamamba, République démocratique du Congo, Pierre Bitama, Burundi, Johanna Brain, Victor Burgeon, Jingwan Chen, Chine, Émilie Clairbaut, Dao Duy Minh, Vietnam, Félix de Tombeur, France, Roxane Detry, Mathilde Eck, France, Junior Fingu Mabola, République démocratique du Congo, Manon Genva, Amaury Gérard, Charlie Géron, France, Wei Mingguo, Chine, Ramin Eidarian Dekordi, Iran, Wang Tanglong, Vietnam, Bertrand Hoc, Fengping Hu, Chine, Thibaut Istas, Florian Jacquemin, Bo Li, Chine, Chengping Li, Chine, Wei Donglin, Chine, Julie Linchamp, Jiang Liu, Chine, Li Liu, Chine, Xue Lie, Chine, François Maclot, Dismas Manirazika, Burundi, Aristode Manirio, Rwanda, Mabou Maziala Bodé, République démocratique du Congo, Sophie Morin, France, Fatima Nea, Côte d'Ivoire, Nguyen Minh Thai, Vietnam, Nguyen Thi Trang Nung, Vietnam, Phan Thi Thuy, Vietnam, Mathieu Sève, Wen Dienide Mathieu Sawodogo, Burkina Faso, Quentin Schmet, Laurent Certain, Qingshan Shen, Chine, Caoxing Son, Chine, Jingshuang Sun, Chine, Rachid Tazima, Amenan Evelyne Tano, Côte d'Ivoire, Margot Vissé-Mancio, France, Anrang Wang, Chine, Hu Shu, Chine, Junian Tsang, Chine, Lei Tsang, Chine, Rong Tsang, Chine. Au nom de tous les collègues de la faculté, félicitations à vous. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue, le professeur Éric Aubruge, pour vous présenter May Berenbaum, donc notre docteur honoris causa de Jean Blou agrobiotech. Monsieur le recteur, j'ai l'habitude de porter des t-shirts avec des illustrations, mais j'ai préféré le costume aujourd'hui, vu les circonstances. J'ai quand même fait un petit clin d'œil en mettant des chaussettes qui rassemblent la passion de May Berenbaum et moi-même. Les insectes, ce sont des chaussettes couvertes d'abeilles. Donc, quand elle verra les images, ça l'amusera certainement, la connaissant. Donc, c'est un petit clin d'œil.
Monsieur le recteur, monsieur le doyen, chers collègues, mesdames, messieurs, les conséquences des changements globaux touchent notre planète, ne se limitent pas aux seules modifications du climat ou de la composition de l'atmosphère. Mais ces changements globaux affectent également toute la dynamique du vivant en perturbant tous les écosystèmes et donc les espèces qui les constituent. Ces effets ont un impact notamment sur les interactions entre les espèces et entre les individus d'une même espèce. Interactions pourtant indispensables au maintien des écosystèmes, des communautés où l'écologie chimique joue une place prépondérante. L'écologie chimique peut se définir comme l'art de décrypter comment les organismes vivants communiquent entre eux dans leur environnement. Ce domaine scientifique cher à May Berenbaum nécessite une approche résolument interdisciplinaire et réussit le tour de force de réconcilier écologie, biologie et chimie. Depuis plus de 40 ans, May Berenbaum, chef de file dans le domaine de l'écologie chimique, mais aussi dans celui de l'entomologie, est continuellement confronté à la complexité et à la créativité des organismes vivants. May Berenbaum essaie de comprendre ce langage de la nature. Ses travaux ont mis en lumière les aspects écologiques, évolutifs, biochimiques et moléculaires d'une course aux armements évolutifs entre les insectes et les plantes, dans des interactions complexes et variées, allant de la phytophagie à la pollinisation. May Berenbaum a également étudié chez les insectes comment les mécanismes de détoxication des molécules naturelles produites par les plantes sont à la base de la résistance des insectes aux insecticides. La docteure et la professeure May Berenbaum fait partie du corps professoral du département d'entomologie de l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign, aux États-Unis depuis 1980, dont elle est la directrice depuis 1992. Ses recherches, soutenues par les plus prestigieuses institutions comme la National Science Foundation ou l'USDA, ont donné lieu à plus de 300 publications scientifiques avec comité de lecture et à 50 chapitres de livres. Membre de la National Academy of Science, elle a présidé 2 importantes commissions du National Research Council, le comité sur l'avenir des pesticides aux États-Unis et le comité sur la situation et le déclin des pollinisateurs en Amérique du Nord. Scientifique internationalement reconnu, mais est depuis 3 ans l'éditeur en chef de la célèbre revue PNAS. Et parmi ses nombreuses distinctions, j'aimerais en épingler 2. En 2011, May Berenbaum a reçu le prestigieux Tyler Prize, un prix international qui récompense les personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle aux connaissances scientifiques et au leadership public pour préserver et améliorer l'environnement dans le monde. Et enfin, en 2015, elle fut décorée des mains du président Barack Obama de la médaille nationale des sciences, la plus haute distinction américaine pour un ou une scientifique. En décernant les insignes de docteur honoris causa à May Berenbaum, l'Université de Liège et la faculté Jean Blou Agrobiotech souhaitent mettre en exergue la qualité exceptionnelle et les caractères multidisciplinaires, innovants et interactifs de ces activités de recherche et de ces fonctions successives au service de l'agriculture, de l'écologie, des insectes et surtout de la science avec un grand S. J'ai dit, monsieur le recteur.
Nous allons maintenant entendre le professeur Berenbaum en vidéo. Hello, everybody. I'm so grateful to the University of Liège for honoring my scientific contributions, and I wish I could be there in person to express my gratitude. Thank you for recognizing that even though insects are small and easily overlooked, or sometimes even cursed for the damage they cause, they've evolved a million different ways to live on our planet sustainably, and there's much we can learn from them to help us figure out how to live sustainably too. Interactions between plants and insects structure most terrestrial communities, yet we've studied only a tiny fraction of them. Every caterpillar munching on a roadside weed can inspire new insecticides to target only pests, new attractants for improving pollinator efficiency, and new drugs to treat human disease. But our time is running out. Many insect species are declining due to our habitat destruction, chemical pollution, and climate-changing greenhouse gases. Like it or not, the planet depends on insects, so we do too. By honoring my research, you're honoring insects for the essential goods and services that they provide, so thanks a million, literally, for that. Dernière faculté, parce que la plus récente dans l'université, la faculté d'architecture. J'appelle son directeur, Jacques Defer, son docteur de causa, Philippe Madec, et la marraine de celui-ci, Madame Julie Dewels. Bonjour à tous. Cette année-ci, nous avons des docteurs, et nous en avons deux, et j'ai le plaisir d'inviter Emmerich Kaleka Nkole, République démocratique du Congo, et Xavier Van Rooyen à nous rejoindre sur la scène. J'invite ma collègue Julie Neuels à vous présenter le professeur Philippe Madec, notre docteur honoris causa. Julie. C'est vraiment un énorme plaisir que j'ai de vous présenter le professeur architecte et urbaniste Philippe Madec, pionnier de la conception et de la construction durable. Ses travaux sont le fruit d'une hybridation totalement originale entre théorie et pratique. Il traite des stratégies propres à la discipline architecturale visant la régulation des problématiques environnementales, sociales et culturelles dont elle est en partie à l'origine. Ces dernières années, il s'est attelé à définir et à défendre le concept de la frugalité heureuse et créative appliquée à l'architecture et à l'aménagement du territoire. C'est un concept affranchi des normativités dominantes. La frugalité créative, heureuse et créative, consiste en la mise en œuvre d'un bioclimatisme contemporain basé sur une refonte structurelle de nos rapports au déjà là, aux équipements techniques, aux matériaux, aux éléments naturels, aux savoir-faire locaux et aux habitants, en vue de, je cite M. Madec, « ménager le réel tout en l'aménageant ». Par ses travaux, Philippe Madec souligne également toute l'importance de repenser le rôle sociétal de l'architecte et des urbanistes. Il met en évidence la nécessité d'ancrer leurs pratiques dans une réelle intentionnalité éthique, une obligation à innover et à créer de nouvelles alliances avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la fabrique de l'habité, humains comme non humains. Le professeur Philippe Madec propose ainsi un véritable paradigme transmoderniste des établissements humains, rompant avec les conceptions machinistes, fonctionnelles, déconnectées du local et du vivant hérité du modernisme. Soit des conceptions à l'origine des crises qui concernent le secteur de la construction, mais dont ce secteur peine à se défaire. Basé notamment sur une connaissance très fine des réalités professionnelles et sur de très nombreuses réalisations partout autour du monde, ces travaux ne relèvent pas de la pure rhétorique. Ils décrivent et défendent une perspective certes des plus ambitieuses, mais possible, nécessaire et extrêmement enthousiasmante pour les architectes, tout en rappelant la dimension hautement politique de l'architecture et de l'urbanisme. Monsieur Madec, cher Philippe, c'est vraiment un énorme honneur de pouvoir vous compter parmi nos docteurs honoris causa.
Monsieur le recteur, monsieur le directeur de la faculté, membre de la faculté d'architecture, je suis extrêmement touché, ému, comme ma collègue de tout à l'heure, par le fait d'être ici avec vous et entouré aussi par quand même cette magnifique brochette de récipiendaires du doctorat honoris causa. Vraiment beaucoup de remerciements de ma part pour ce magnifique doctorat décerné par votre institution. Et félicitations aux deux docteurs en architecture. Penser l'architecture aujourd'hui, ça n'est pas n'importe quoi. C'est même une situation historique tout à fait particulière. Réussir à faire en sorte que l'architecture soit entendue en tant qu'architecture au moment où l'habitabilité du monde se pose comme un des enjeux majeurs est essentiel et n'est pas le travail le plus simple qui soit aujourd'hui à mener. Donc félicitations pour ce travail et cet engagement. En fait, réussir à penser l'architecture en tant qu'architecture et pas simplement comme construction permet de retrouver à quel point il est indispensable pour ceux qui concourent à la fabrication de l'établissement humain, celui dans lequel nous sommes tous ici, combien ça nécessite de souci de l'autre, de regard attentif, de bienveillance, de goût de la familiarité, de regard sur le quotidien et pas uniquement sur l'exceptionnel. Ce travail-là ne peut se faire qu'en prenant le temps, le recul indispensable que la pensée et la recherche apportent. En fait, ce temps de recul permet de se souvenir qu'il y a au cœur de l'architecture une bienveillance à l'œuvre et que c'est essentiellement ça qui fait la différence de l'architecture avec le simple fait de construire. L'architecture installe la vie par une matière disposée avec bienveillance. Je vous souhaite vraiment que toute votre vie soit portée par la bienveillance que l'architecture recèle en elle, l'amour que l'architecture apporte et la tendresse qu'elle apporte aussi. Je vous félicite et je vous souhaite un bel avenir. Nous terminons maintenant avec un doctorat honoris causa interfacultaire. Donc j'appelle à me rejoindre le doyen de la faculté de droit, sciences politiques, criminologie et le doyen de HEC École de gestion, ainsi que le docteur honoris causa interfacultaire, Madame Julienne Cocotte, et sa marraine, le professeur Isabelle Richel. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis très honorée de pouvoir présenter ce matin Madame l'avocat générale Julienne Cocotte au titre de docteur honoris causa. Chère Madame Cocotte, vous êtes depuis 2003 avocat général auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, une fonction qui est à la fois, me semble-t-il, un aboutissement et un commencement. Dès vos études, vos intérêts vous portent vers le droit public et le droit international. Ils vous emmènent vous spécialiser aux États-Unis. Vous serez aussi l'assistante d'un juge à la Cour internationale de justice et vous présenterez plus tard votre second doctorat à Harvard. Vos enseignements vous porteront au fil du temps à l'université de Heidelberg et dans plusieurs autres universités, principalement européennes. Vos publications marquent un intérêt pour la protection des droits de l'homme, une curiosité à l'égard des systèmes juridiques étrangers, un certain éclectisme aussi. Je relève une publication sur la protection diplomatique des actionnaires. Cette brillante carrière qui combine enseignement, recherche et contacts étroits avec le monde judiciaire vous conduit à la Cour de justice de l'Union européenne. Cour de justice dont on connaît le rôle fondateur dans la construction européenne, que l'on pense à la doctrine de l'effet direct, de la primauté, de l'acte clair, à l'affaire Schul en matière fiscale ou encore à l'arrêt avoir fiscal français qui consacre l'applicabilité des libertés fondamentales de circulation au domaine de la fiscalité. Vous y devenez l'un des avocats généraux spécialistes des affaires fiscales, particulièrement dans le domaine de la fiscalité directe. La finesse de vos analyses juridiques, votre esprit de synthèse,
Votre vision prospective du droit qui marque vos conclusions vous conduisent à suggérer à la Cour de revisiter la place du test de comparabilité dans la mise en œuvre des libertés fondamentales de circulation, ou encore d'abandonner l'exception Mark Spencer des pertes finales, qui se révèle une source d'importantes difficultés pratiques. Récemment, vous mettez votre science fiscale à la disposition de tous dans un ouvrage de 600 pages, dont nous attendons avec impatience la version anglaise. Nous sommes honorés et heureux de pouvoir vous accueillir à l'Université de Liège comme docteur honoris causa et de vous compter parmi nous pour fêter les 10 ans de notre Tax Institute. Monsieur le recteur, Excellences, chers collègues et amis, Messieurs et Mesdames les nouveaux docteurs, je suis très émue et très heureuse de recevoir aujourd'hui ce doctorat de cette belle université dans une très belle cérémonie. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les jeunes docteurs, félicitations très chaleureuses pour votre doctorat. Vous êtes dorénavant membre de la communauté scientifique. Rappelez toujours que la science n'est rien sans l'indépendance de la pensée que vous avez, j'espère, pu exprimer dans vos travaux. Gardez toujours cette indépendance scientifique, même dans la vie quotidienne. À mes yeux, c'est aussi la tâche la plus noble de la science, chercher la vérité, indépendamment de la politique, indépendamment des intérêts financiers et indépendamment de l'esprit du temps. Restez des penseurs indépendants, des jeunes gens pleins d'esprit, avec une force de caractère et capable de résister à des vents contraires d'une opinion prétendument dominante si vous ne la partagez pas. Enfin, pensez toujours avec plaisir à l'époque de votre doctorat et à ce que vous êtes devenu grâce à lui. Car, comme l'a fait remarquer un jour à juste titre le célèbre écrivain et philosophe anglais John Ruskin, la plus grande récompense de nos efforts n'est pas ce que nous en obtenons, mais ce que nous devenons grâce à eux. Mesdames et Messieurs les jeunes docteurs, encore une fois, toutes mes félicitations et tout le meilleur pour la suite de votre parcours. Merci. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Je dois bien vous avouer que quand je suis rentré tout à l'heure dans cette salle, j'ai eu un moment que j'appellerais d'émotion.
ça faisait longtemps que je n'étais pas entré dans une salle pleine où personne ne portait de masque. Je crois que nous en réjouissons tous. Le problème du Covid n'est pas totalement parti. Vous avez remarqué que certains des docteurs de Riscosa n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et malheureusement, le Covid a aussi joué un rôle dans ces absences. Je continuerai en félicitant encore une fois nos nouveaux docteurs. On leur a donné beaucoup de messages aujourd'hui et je crois que s'ils les ont tous retenus, ils auront une vie plus qu'intéressante et beaucoup de choses à faire. Bien sûr aussi nos docteurs de Riscosa, que je remercie pour leur présence et l'intérêt pour notre université. Et je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière et ce qu'ils apportent au monde. Je veux aussi remercier bien sûr tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. À un moment donné, la question se posait toujours, par rapport à une cérémonie, on fait ou on annule, on reporte. Et j'ai eu cette discussion, je crois que c'était au mois de janvier, avec les personnes qui m'aident dans ce domaine, et je sentais bien qu'ils étaient peut-être plus à l'aise de reporter. Je dis, écoutez, quand on est dans une situation comme celle-ci, on ne reporte pas, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. J'étais un peu optimiste par rapport au Covid, et je pense que ça s'est plus ou moins vérifié, même si nous n'en sommes pas tout à fait sortis. Mais on sait aussi que d'autres choses sont arrivées depuis lors qu'on n'avait certainement pas prévues, sans impact sur notre cérémonie, mais avec un impact majeur sur notre monde. Donc je remercie tous les services de communication et du protocole, les services administratifs, les services techniques parfaites aujourd'hui. Tout s'est déroulé sans le moindre incident. Merci beaucoup. C'est un travail important de réaliser tout cela. On n'imagine pas le travail dans les coulisses qui me permettent de conduire une cérémonie aussi bien organisée. Finalement, autre élément qui nous a manqué pendant 2 ans, après cette cérémonie, vous êtes invités à partager le verre de l'amitié et quelques petites choses à manger dans la salle Un des pas perdus en dehors de l'auditoire. Ça sera un moment, je pense, d'échange, un moment de contact, un moment qui nous ont beaucoup manqué. Une petite communication pratique avant de clôturer. Je voudrais que les docteurs de Riscosa me rejoignent ici à la scène pour une dernière photo de groupe avant qu'on clôture la séance, et puis nous sortirons en cortège. Encore, merci à toutes et à tous pour votre présence.